puis à la fin, il me dit, bon, je vais être honnête avec toi. Il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global et qui estiment que c'est trop tôt pour faire la paix. C'est la réalité des choses. Moi, je vous répète ce que j'ai entendu. Bienvenue sur la chaîne YouTube de ProSuisse. En vérité, l'émission qui donne la parole à des invités de différents horizons. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Daniel Roure, ou plutôt Jean-Daniel Ruch. Bonjour. Bonjour, les deux vont. Ok, bon, alors on va dire Ruch parce qu'il me semble que quand c'est un public francophone, vous préférez qu'on le prononce comme ça. Bon. Oui, c'est bon. Et puis, la ruche, c'est sympathique, les abeilles, le miel. On aime ça. Indispensable à la vie. Voilà. Alors, vous êtes jurassien, vous avez étudié les relations internationales et la sécurité à Genève et Lausanne. Vous êtes entré au service diplomatique en 1988. Vous avez été ambassadeur de Suisse en Serbie, en Israël et en Turquie. Vous avez été conseiller de la présidence suisse de l'OSCE, envoyé spécial pour le Moyen-Orient. Vous avez failli devenir secrétaire d'État à la politique de sécurité en 2023, avant d'être écarté dans des circonstances que vous n'avez pas choisies. Et depuis, vous avez fondé en octobre 2024 le Centre de Genève pour la neutralité, un think tank indépendant. Et vous avez aussi publié vos mémoires, Crimes et tremblements, 30 ans de diplomatie en Europe et au Proche-Orient. Alors, est-ce que vous avez quoi que ce soit à redire sur la présentation, peut-être une précision à apporter? Non, mais il y a une précision qui me paraît importante. C'est que j'ai aussi travaillé pour l'ONU. Au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où j'ai été le conseiller politique de Carla Del Ponte, donc du procureur, de la procureure suisse à l'époque. Puis je pense que c'est important, aujourd'hui, des crimes innommables sont commis un peu partout, et que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Finalement, il y a très peu de procédures judiciaires qui sont en cours pour essayer d'apporter un peu de justice aux victimes de ces crimes. Donc ça, c'est une fibre que j'ai très fort chez moi, et c'est pour ça que je soutiens beaucoup ce que fait la Cour pénale internationale, par exemple. J'aimerais bien qu'elle puisse faire plus. Alors, merci de le préciser. Et on l'a vu, un parcours vraiment très, très dense, avec des expériences de terrain qui vont vous donner forcément une lecture du monde différente de celle qu'on trouve dans les médias en général. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ? Bon, vous savez, très souvent, les médias ont une orientation politique. Très souvent, les États ne disent pas toute la vérité, mentent ou pratiquent la langue de bois pour ne pas dévoiler certaines choses. Quand on a été dans la substance des choses, à l'intérieur de la maison, effectivement, on voit comment la cuisine est faite, et puis on voit pas seulement les plats qui sont servis à l'extérieur. Donc effectivement, le fait d'avoir été impliqué sur les dossiers israélo-palestiniens, sur le dossier russo-ukrainien, sur le dossier de l'élargissement de l'OTAN et de la sécurité de l'Europe dans le cadre de l'OSCE, ou sur les dossiers des crimes de guerre, ça nous donne vraiment une lecture de l'intérieur que les États, en général, n'ont pas tellement envie de dire de la même manière un peu brute que ce que je peux faire. Parce que, évidemment, tout le monde veut être dans le camp du bien contre le mal, mais la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Et vous, le fait de dire les choses de manière justement plus brute, de dire la vérité, est-ce que ça vous joue des tours? Est-ce que c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui? Vous savez, la raison, vous avez dit que j'ai pas pris mes fonctions. Bon, c'est moi qui ai décidé, pour finir, de ne pas prendre mes fonctions, donc on ne m'a pas écarté. D'accord. Mais le résultat, c'est le résultat du fait que je croyais à la liberté d'expression, au moins à l'intérieur de réunions internes de l'administration fédérale. Et puis, en 2023, déjà en 2022, tout le monde était obsédé par l'agression russe, moi j'appelle ça agression contre l'Ukraine, mais surtout le fait qu'il fallait que la Suisse se rapproche de l'OTAN parce que les Russes arrivent. C'était ça le motif. On a une conférence des ambassadeurs, alors c'est des grandes bastringues où vous avez tous les attachés militaires, tous les ambassadeurs, et là le thème de la semaine c'était « Comment peut-on faire pour se rapprocher encore plus de l'OTAN ?» Puis tout le monde a l'air de dire « Faut qu'on trouve des trucs pour se rapprocher davantage de l'OTAN pour faire plaisir à nos voisins et aux Américains. » Puis moi, je suis le seul à avoir pris la parole à un moment pour dire
Mais écoutez, je veux dire, les Russes sont pas capables de tenir Kherson. C'est pas demain qu'ils seront à Berlin ou à Saint-Gall. Donc, faut arrêter d'exagérer la menace russe. Et donc, du coup, c'est une question de se rapprocher avec l'OTAN. Est-ce qu'elle est aussi urgente et nécessaire que ça? Alors, ce que j'aurais pas dit, c'est en plus l'OTAN, où les Américains ont tendance à perdre toute leur guerre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelques exceptions, je vous le concède, mais les grandes, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, maintenant l'Iran, c'est pas des guerres gagnées. Alors, est-ce qu'on doit vraiment se mettre à la remorque d'un loser? Évidemment, alors j'ai posé la question de manière pas tout à fait aussi brute que ce que je vous dis là, mais je pense que c'est cette liberté d'opinion qui me semble importante, qu'on ait un débat à l'intérieur de l'administration. Après, alors évidemment, après, comme fonctionnaire, comme ambassadeur, on est loyal par rapport à la ligne qui est fixée. Mais je pensais, je crois que c'était la ligne même dans le Parti communiste chinois, c'est qu'à l'intérieur du système, on peut avoir des vrais débats, et puis ensuite on fixe la ligne, puis une fois que la ligne est fixée, bon, et puis ça, je pense que ça m'a fait beaucoup de mal d'avoir eu cette liberté de parole. C'est regrettable parce que pourtant c'est d'autant plus appréciable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ce discours ici et cette franchise. Et vous dites souvent que l'Europe a commis une erreur fondamentale en adoptant un récit binaire, les bons contre les méchants, plutôt qu'une analyse géopolitique. Alors, quelle est votre analyse de la position de la Suisse dans tout ce qui se passe dans le monde? Bon, d'abord parlons, enfin, il y a un peu deux questions là. D'abord le récit binaire. Je crois que c'est un récit binaire qui prend dans de larges franges de la population, en disant, ben voilà, il y a les bonnes démocraties et puis il y a les méchantes dictatures. Et puis nous, on est une bonne démocratie, donc on doit monter notre solidarité vis-à-vis des bonnes démocraties, c'est-à-dire l'Europe occidentale et les États-Unis, pour mettre à bas les méchantes dictatures, de la Biélorussie à la Chine en passant par la Russie. Et c'est un schéma de pensée qu'on retrouve, pas dit de manière aussi brutale, mais qu'on retrouve quand même dans les documents officiels du DDPS. Si vous lisez le rapport sur la menace publié par le service de renseignement de la Confédération en juillet 2025, il y en a un nouveau qui devrait sortir prochainement cet été, j'imagine. Si vous lisez le rapport sur la politique sécurité 2026 qui est sorti en décembre 2025, bah, vous verrez qu'il y a quand même une tendance à diviser le monde entre les menaces, les dangereux, et puis ceux qui sont proches de nous. Alors les dangereux, c'est la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. C'est un discours qui est directement inspiré, voire dicté, par un état d'esprit qui est celui des néocons, des non-conservateurs américains. Hein, c'est de l'administration Biden, enfin, et toutes celles avant, qui inspirent ce genre de récit. Donc, ce que je vois, c'est qu'en Suisse, on a de la peine à trouver même une indépendance d'esprit, une liberté de penser, une liberté de penser et d'exprimer une opinion qui est différente de celle de nos grands voisins. Alors oui, ça a beaucoup d'impact sur la Suisse, et pour moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve l'esprit des pères fondateurs de la Confédération, les Dufour en particulier, mais d'autres aussi, et puis aussi de ces grands penseurs militaires. Moi, j'ai travaillé au début de ma carrière, c'est pas ressorti là dans ce que vous avez dit, mais j'ai travaillé au ce qu'on appelait le département militaire fédéral, où j'ai vécu la chute du mur, dans un service qui s'occupait notamment de la coordination des appréciations de situation des différents services de la Confédération, y compris des services de renseignement. Et on avait des gens qui avaient vraiment l'intérêt de la Suisse et une notion de l'identité suisse que je trouve plus aujourd'hui. Le Centre de Genève pour la neutralité a organisé début mai une conférence à Berne où il y avait un représentant de ce secrétariat d'État à la politique de sécurité, donc du DDPS, qui a dit ouais, la neutralité, une fois c'était quelque chose d'utile, mais maintenant on est dans un monde différent, on doit montrer notre solidarité avec nos alliés. Donc il y a une espèce de démission, mais de démission qui n'est pas juste une démission par rapport à nos valeurs, à notre histoire, qui est une démission même par rapport à l'exigence de penser nos intérêts à nous, tels qu'ils sont. On a l'impression qu'on a parfaitement intégré, assimilé, un peu comme si on était colonisé, la pensée et les intérêts de ceux qui aimeraient effectivement
nous coloniser, entre guillemets, ou en tout cas nous gagner à leur cause. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Alors, pour en revenir à ces penseurs militaires des années 80 que j'ai fréquentés, il y en avait un en particulier qui était assez impressionnant, qui est l'auteur principal du rapport sur la politique de sécurité 1990, qui a marqué un grand changement, hein, une grosse rupture dans la pensée stratégique suisse, parce que c'est le rapport qui a ouvert la porte à une coopération internationale, mesurée, tout en gardant l'universalité de nos liens, tout en conservant une autonomie en matière de production d'armement. Et il y a un concept qui était au cœur de ce que Gustav Deniker, c'était son nom, le divisionnaire Deniker, pensait, c'était le concept de Selbstbehauptung. Alors, c'est difficile à traduire, mais dans Selbstbehauptung, c'est Selbst soi-même, Behauptung, s'affirmer, se projeter. Ça veut dire, c'est un mélange de confiance, d'indépendance et de conscience de ses intérêts à soi, et que nos intérêts à nous, ils ne sont pas dissous dans les intérêts des pays voisins ou d'autres pays. Nous devons garder notre propre indépendance et l'affirmer. Et nous avons les moyens de le faire. C'est une question de volonté et de capacité mentale à s'abstraire de toutes ces influences extérieures. C'est passionnant. Il y a énormément de mots que vous avez utilisés, sur lesquels j'aimerais rebondir, mais pour aller de l'avant dans l'interview, après nous verrons si on peut revenir sur quelques détails. Dans votre carrière, vous rapportez avoir entendu un négociateur parler de grande puissance avec un agenda global qui ne voulait pas la paix. Ah non, mais ça c'était en Turquie, ça. Oui. Alors quand j'étais ambassadeur à Ankara, ambassadeur de Suisse en Turquie, à un moment j'ai été convoqué par le négociateur en chef turc qui faisait la médiation à l'époque. On est 6 semaines après le début du conflit, hein, on est fin mars, début avril 2022, donc la Russie envahit l'Ukraine le 22 février, et immédiatement les Turcs entament une médiation qui marche assez bien. Il y a plusieurs séances, à Antalya d'abord, à Istanbul ensuite. Ils arrivent à un texte qui est paraphé par les négociateurs, qui est approuvé par Zelensky et Poutine. Et puis, dans ces moments-là, le négociateur m'appelle, puis il me dit, écoute, Jean-Daniel, j'aimerais bien travailler avec vous sur la neutralité. Parce que des éléments centraux du règlement, c'est que l'Ukraine sera neutre. Maintenant, nous, la Turquie, on est dans l'OTAN, on ne sait pas trop ce que c'est que la neutralité. Donc, si on pouvait travailler avec la Suisse pour définir un modèle de neutralité pour l'Ukraine, qui est le tampon suisse, ça lui donnerait évidemment beaucoup de crédibilité. Je dis, bon, c'est formidable, bravo, on a pu discuter. Puis, à la fin, il me dit, bon, maintenant, je vais être honnête avec toi. On a un deal, hein. C'est pas un problème. Pour un cessez-le-feu, c'est pas encore un accord de paix. Mais je suis pas très optimiste, parce qu'il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global et qui estiment que c'est trop tôt pour faire la paix. Sous-entendu, on veut d'abord affaiblir la Russie. Et puis quelques jours plus tard, Boris Johnson s'est rendu à Kiev, et ensuite, les Ukrainiens, motivés par les Occidentaux, ont tiré la prise de ces négociations. C'est la réalité, ça. C'est pas du discours pro-russe ou je sais pas quoi. C'est la réalité des choses. Moi, je vous répète ce que j'ai entendu. Et puis, on peut même vérifier si ça n'a pas été retiré de Google ou de ChatGPT. Quelques jours plus tard, le secrétaire d'État américain à la défense de l'époque, Lloyd Austin, a dit non, c'est trop tôt pour arrêter la guerre. Il faut d'abord affaiblir la Russie. Bon, ben voilà, c'est une réalité qu'on peut aisément prouver, mais qui ne cadre pas beaucoup avec le discours occidental, évidemment. Mais alors justement, est-ce qu'on peut dire encore ce genre de choses aujourd'hui publiquement, sans être traité de complotiste ? Écoutez, hein, vous avez vu ce qui s'est passé avec mon ancien collaborateur Jacques Beau. Jacques Beau était on a travaillé ensemble, il était dans mon équipe. Pas très longtemps, mais il était à un moment là. Moi, j'ai toujours bien apprécié son regard incisif et puis un peu détonnant sur les choses. Ça décape. Il pense justement pas comme tout le monde. Mm-hmm. Et puis après sa carrière, où il a fini quand même colonel, et MG, je crois. Ensuite, il a travaillé pour l'OTAN, pour l'ONU. Et maintenant, il a pris sa retraite à Bruxelles, où il écrit des livres, et puis il parle, il donne des interviews dans des podcasts, etc. Et parce que il a dit des choses qui ne cadrent pas avec le discours officiel européen, en particulier français, parce qu'il fait ses interviews en français.
il a appris un vendredi soir de décembre que le lundi suivant, de décembre 2025, que le lundi suivant, il serait mis sur une liste noire, donc une liste de personnes sanctionnées par l'Union européenne, sans possibilité d'être entendu, de faire recours, quoi que ce soit. Je veux dire, on en revient au Moyen-Âge. C'est-à-dire, le principe de base de nos démocraties, c'est la présomption d'innocence, c'est le droit à un procès équitable, donc pas de sanctions sans condamnation, sans procès, où on a le droit d'être entendu. Là, c'est une décision administrative de représentants des exécutifs, sans procédure judiciaire, et puis il se retrouve à Bruxelles. S'il quitte le territoire, il ne peut plus rentrer en Belgique. Le pays européen a l'interdiction de laisser traverser leur pays. Sans le sou, parce que ses comptes en banque ont été gelés, ses cartes de crédit ne fonctionnent plus. Et cerise sur le gâteau, notre cher UBS a décidé d'aussi geler les comptes où il recevait son AVS. Et tout ça parce qu'il a dit des choses qui ne cadrent pas avec le discours officiel. Alors, le discours sur la défense des démocraties, moi je suis complètement en faveur de défendre la démocratie. Les démocraties, c'est une chose qui est importante. J'aimerais bien qu'on réussisse à apporter plus de démocratie ailleurs. Les Américains ont souvent essayé avec les canons, ça n'a pas tellement marché. Bon, alors essayons déjà de protéger la démocratie chez nous. Et peut-être la pierre angulaire de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et bien, quand on voit ce qui s'est passé avec Jacques Beau, on se dit qu'il y a déjà du travail à faire chez nous avant d'aller faire du prosélytisme ailleurs. Alors c'est intéressant que vous parliez de Jacques Beau, parce qu'on pourrait voir là, de la part de l'Union européenne, une manière comment dire, comme vous avez utilisé le terme avant de coloniser, peut-être que la Suisse est colonisée, est-ce que quand on se rapproche trop de l'Union européenne, il n'y a pas un peu de ce phénomène-là? Est-ce que la Suisse, qui a signé des accords avec l'Union européenne, ne pourrait pas étendre le phénomène Jacques Beau à d'autres personnes, finalement, puisque l'Union européenne aurait un droit de regard sur ce qui se passe chez nous aussi? Bon, alors j'aurais quelques candidats. Hein. Si jamais l'Union européenne souhaitait étendre sa liste de personnes suisses sanctionnées, effectivement, j'en connais quelques-unes qui n'ont pas leur langue dans leur poche et puis qui disent des choses qui ne sont pas très différentes de ce que Jacques Beau dit. Maintenant, quand je parle de colonialisme ou de colonisation, je pensais plutôt à la colonisation des esprits. Hein. On n'est pas dans un régime colonial où il y aurait un gouverneur européen qui serait en Suisse et puis qui prendrait le contrôle de nos entreprises, par exemple. Non, mais le problème, c'est vraiment de garder une indépendance d'esprit, et ça doit se cultiver tous les jours. Ça, c'est sûr, et on voit quand même une tendance finalement à la soumission de la part de la Suisse. Pourquoi ? Alors, parce que pour résister à ces pressions politiques, qu'elles soient américaines ou européennes, il faut avoir une colonne vertébrale solide. Et pour avoir une colonne vertébrale solide, déjà, il faut des personnalités qui s'appuient sur un système, hein. Donc aussi sur une administration où déjà on a une vision commune de ce qui est nécessaire pour la Suisse, de ce qui est notre intérêt, et puis il faut avoir le courage de dire non. Et là, j'ai l'impression parfois que nos dirigeants, peut-être c'est une question de formation, vous savez, ça c'est un peu un problème avec si on compare la formation de nos élites politiques par rapport à la formation des élites politiques dans la plupart des autres pays démocratiques, les nôtres, ils arrivent au Conseil fédéral un peu par hasard, il faut être du bon parti, de la bonne religion, du bon canton, la bonne langue, puis faut pas une tête qui dépasse trop, hein. Donc on choisit des gens qui sont, disons, dans le milieu du panier, mais c'est pas les couteaux nécessairement les plus aiguisés. Et puis c'est surtout pas des gens qui ont eu l'occasion de mener des vrais combats politiques avant. Mais le genre de combats politiques qu'on doit mener dans des pays comme la France ou l'Allemagne ou la plupart des pays démocratiques qui nous entourent, où on apprend à affûter ses arguments, à affûter ses combats politiques à travers des discours. On apprend à résister aussi aux pressions, à la critique. Alors chez nous, voilà, c'est un peu le mot là-dessus, c'est un peu le consensus mou. Et puis, vous savez, typiquement, quand on a repris les sanctions contre la Russie,
Alors, c'est quand même assez bizarre, parce qu'en 2014 et 2022, on n'a pas pris de sanctions, on a pris des mesures pour éviter le contournement des sanctions. Très bonne chose. Et puis c'est bien allé, personne n'a pris des sanctions contre la Suisse. Donc pourquoi changer? Et effectivement, il y a eu une conférence de presse, je crois que c'était un jeudi, après l'invasion, le Conseil fédéral a dit « Bon, on va continuer. Alors on condamne l'agression russe, très bien, mais on va continuer avec la même méthode. Donc prendre des mesures pour éviter le contournement des sanctions. » Et le mardi d'après, surprise, tout d'un coup, le Conseil fédéral convoque une nouvelle conférence de presse où ce pauvre Ueli Maurer doit annoncer « Alors on va reprendre telle sanction parce que c'est l'Union européenne qui l'a décidé. » Et puis il dit ça à peu près une vingtaine de fois parce que c'est l'Union européenne qui l'a décidé. Ueli Maurer, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance de la Suisse, un des fondateurs de l'association pour une Suisse indépendante, une autre, qu'on met dans cette position, mais c'était baisser son pantalon jusqu'aux chevilles, le pauvre. Non, mais ça m'a vraiment fait pitié pour lui. Moi, je l'aime bien, Ueli Maurer. Alors bon, je ne suis pas sûr qu'il ait fait tout juste dans sa vie politique, loin de là, hein, l'histoire du Covid. Bon, enfin, on peut se souvenir de certaines affaires. Mais en attendant, moi, il m'a beaucoup aidé à l'époque, quand j'étais en Israël, parce qu'on a créé un bureau de l'innovation, on s'est travaillé avec les Palestiniens, les Israéliens sur l'innovation. C'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ça. Mais là, tout d'un coup, il nous dit ça. Il n'y avait pas eu un changement fondamental de circonstances entre le jeudi et le mardi. Quelle motivation nous a-t-on donné? Schwerwiegende Verletzungen des internationalen Rechts. Des violations graves du droit international. Oui, ok, l'agression du 22 février, c'est déjà une violation suffisamment grave. Donc, il n'y a pas eu de changement de circonstances. Après, quand on allait dire aux gens, mais qu'est-ce qui vous a pris pour ça? Oh, si tu savais les pressions, il y a eu des téléphones. Il y a eu des téléphones. Je dis, ouais, bon, enfin, vous avez payé 450 000 francs par année pour résister aux pressions, non? Voilà. Donc, c'est un peu, donc, c'était pas du tout convaincant. Et puis, je me dis que si on avait eu d'abord un article dans la Constitution qui interdit la reprise de sanctions, ou alors des gens qui sont un peu droits dans leurs bottes, je sais pas, moi, j'imagine Calmiret, qui reçoit des téléphones ce genre, et ben, il dit non, mais ça va pas. Si on avait des personnes de cette envergure, ou bien la colonne vertébrale des conseillers fédéraux renforcée par des articles constitutionnels qui décrivent clairement les choses, ben on n'en serait pas dans cette situation maintenant où, malheureusement, d'abord les sanctions servent à rien. Hein. C'est pas ça qui va faire piller la Russie, ben ça on le savait déjà avant. Quand est-ce que les sanctions marchaient? L'Afrique du Sud. Je crois que c'est à peu près le seul exemple qui est assez clair. Donc on a pris ces sanctions pour faire plaisir à l'Union européenne. Du coup, ça nous a enlevé une marge de manœuvre et puis ça a beaucoup nuit à notre crédibilité dans le monde. C'est quand même assez extraordinaire de voir un consensus pareil entre les Russes et les Américains pour dire le lendemain de la décision du Conseil fédéral de reprendre les sanctions. Alors, Lavrov, la Suisse n'est plus neutre. Biden, la Suisse n'est plus neutre. Voilà, ils étaient d'accord sur le fond. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein. On a quand même encore toujours une aura qui est liée à la neutralité. Mais effectivement, on a perdu beaucoup de plumes à ce moment-là. Alors, vous soutenez l'initiative sur la neutralité, mais vous n'êtes pas pour une neutralité hérisson, pour reprendre des termes que vous avez utilisés, c'est-à-dire repliée sur elle-même. Ça serait plutôt une neutralité à la Micheline Calmiret, que vous avez d'ailleurs évoquée juste avant, une neutralité active et utile au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment elle s'applique aujourd'hui ou devrait s'appliquer aujourd'hui? Bon, alors, vous savez, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité du ou de la ministre des Affaires étrangères, hein, parce qu'elle a une très très grande marge de manœuvre. Pour réussir à être actif dans le monde aujourd'hui, il faut avoir une crédibilité auprès des acteurs, mais il faut aussi avoir une certaine chimie qui fonctionne. Alors, bon, moi je pense que les bases sont là. Hein. La Suisse continue à avoir une bonne réputation dans le monde. En termes de soft power, il y a des classements qui sont sortis encore cette année qui montrent qu'en termes de soft power, la Suisse est dans le peloton de tête. Pourtant, le soft power, c'est pas seulement la réputation, hein, c'est aussi des données de base empiriques comme la taille du pays, la taille de la population, la taille de l'armée, la taille de l'économie, etc. Et on reste le premier pays non G7. Donc, c'est-à-dire qu'on a une influence dans le monde qui est potentiellement, par rapport à notre population,
une des plus élevées, un des ratios les plus élevés. Donc on peut jouer un rôle. Il faut le vouloir. Et puis il faut avoir envie. Et puis il faut avoir Après, il faut avoir le human touch. Human touch. Et puis quelque part, Calmiret, elle avait ce truc-là, elle aimait faire ça. Elle aimait aller voyager, elle aimait aller dans des réunions plus ou moins secrètes avec plein d'autres ministres et de personnalités. Et puis voilà, la Suisse était présente. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui domine la politique étrangère de la Suisse, vis-à-vis de l'Occident, c'est plutôt la peur de faire mal. Hein, on a peur d'être mis sous pression, on a peur de Trump qui nous remette des taxes, on a peur que les Européens fassent je sais pas quoi. Bon, après, on a une relation un peu plus décomplexée avec les Chinois. Moi, je pense qu'on a une politique avec la Chine qui est une politique qui est bonne. Même Cassis fait ça assez bien, d'ailleurs. Il a des bonnes relations avec les Chinois. D'accord. Oui, non, mais malheureusement, on n'en parle pas assez parce que je pense qu'il gêne d'en parler parce qu'il a peur d'avoir, de mettre en rogne les Américains. Mais donc, ce qu'il faut, c'est des gens qui ont de la confiance en eux et puis qui ont envie de se profiler sur la scène internationale. Après, les structures, elles sont là, les personnels sont là, mais vous savez, quand pendant 10 ans, vous dites aux gens ne soyez surtout pas créatifs. Ce que je veux, c'est la loyauté. Les gens qui pensent autrement, ils se retrouvent soit à la porte, soit en Sibérie. Regardez comment on a traité ces diplomates suisses, 257, qui travaillent au département, puis qui ont écrit une lettre à Cassis pour dire « Notre politique vis-à-vis d'Israël, à cause de Gaza, est fausse. Mm-hmm. » Alors d'abord, la plupart d'entre eux ont reçu des téléphones menaçants, en tout cas perçus comme menaçants, de la part du service du personnel. Et ensuite, ils ont tous reçu une lettre en disant que ce que vous avez fait, ça pourrait être une violation du devoir de loyauté selon l'article machin de l'ordonnance. Donc quand vous dites ça aux gens, et qui sait qui va encore prendre des risques? Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir une politique active. Et encore une fois, les données fondamentales sont bonnes, on pourrait. Mais pour ça, il faut aussi avoir dire aux gens, prenez des risques. Prenez des risques, ayez du courage, je vous couvre. Mm-hmm. Je vous récompense si vous prenez des risques. Au lieu de les menacer de finir dans les bas-fonds des bidonvilles de Dieu sait où. Alors, pour reprendre les termes officiels du DFAE, la Suisse préside l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour l'année 2026. Ce mandat s'inscrit dans la volonté constante de la Suisse de contribuer activement à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Europe et au-delà. Le conseiller fédéral Ignacio Cassis occupe la fonction de président en exercice. Est-ce que vous le voyez comme une opportunité de reconstruire notre crédibilité? Alors, oui, puis ça a bien commencé. D'accord. Ça a bien commencé parce que Cassis a eu la bonne idée d'aller d'abord en Ukraine. C'est quand même le principal dossier sécuritaire en Europe, et puis c'est quand même une organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et puis tout de suite après Kiev, il allait à Moscou. Donc ça, c'est un signal fort. Maintenant, les vents contraires sont très puissants. Ce qui est important à ce stade, tout ce qu'on peut faire sur ce dossier russo-ukrainien, à mon avis, c'est maintenir des contacts, maintenir des canaux de communication qui fonctionnent, et ça, je crois qu'on réussit à le faire aussi, pas seulement à travers le DFAE, aussi, donc à un niveau inférieur à Cassis, mais aussi à travers certains think tanks basés à Genève qui continuent à maintenir les canaux avec tous les pays. Mais là, effectivement, c'est un peu comme pendant la guerre froide, sauf que la guerre n'est pas froide. Tant que les Russes et les Américains réussissent pas à se mettre d'accord sur quelque chose, même sur la volonté commune d'arrêter cette guerre, une fois ou l'autre, il faudra un médiateur, il faudra un endroit pour mener ces négociations. Genève est l'endroit tout désigné pour ça. Il faudra peut-être arriver avec des propositions sur la table qui seraient difficiles à formuler par les Russes et les Américains. Moi, il y a un sujet qui m'est cher, c'est tout ce qui est lié aux mesures de confiance et de sécurité au désarmement, parce qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque de la guerre froide,
il y avait une vraie architecture d'accord entre l'Est et l'Ouest pour diminuer le risque d'une conflagration militaire. Et les deux séries de mesures qui ont été prises, d'une part, c'était des mesures de confiance et de sécurité. Par exemple, que si on déplaçait des troupes, il fallait notifier tous les autres États de la CSC ou de l'OSCE à l'époque, que lorsqu'on faisait des manœuvres, on invitait des observateurs de tous les autres pays, que ces pays pouvaient même envoyer des inspecteurs au cas où ils repéraient un mouvement de troupes qui n'avait pas été annoncé. Donc il y avait toute une série de mesures qui maintenant sont devenues caduques, malheureusement, qui ont été négociées dans le cadre de l'OSCE. Il faudra revenir sur ces sujets-là. Et puis l'autre série de mesures, c'est les mesures de désarmement conventionnel. On a un peu tous oublié aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre froide a été négocié un accord entre l'OTAN et le pacte de Varsovie qui fixait des limites au système d'armement offensif que chaque pays avait le droit d'avoir. Alors, il y avait les avions de combat, les chars de combat, les pièces d'artillerie, les hélicoptères et les véhicules blindés. Et chaque pays avait, vous n'avez pas le droit d'avoir plus que tant. Bon, après la dissolution du pacte de Varsovie, évidemment, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc., même après avoir rejoint l'OTAN, ont gardé leur quota. Donc, du coup, il y avait un déséquilibre et les Russes ont demandé à renégocier cet accord. Bon, ça ne s'est jamais fait, il est aussi devenu caduc. Mais d'un côté, l'Europe parle de réarmement. Et je comprends. Je pense aussi que la stabilité dépend d'un équilibre militaire. Et puis, on ne peut pas vraiment faire confiance aux Américains, comme les pays du Golfe en font la meilleure expérience. Mais d'un autre côté, on réarme, mais on devrait aussi offrir à l'ennemi, dire bon, asseyons-nous autour d'une table, essayons de régler ce problème ukrainien, au moins d'aboutir à un cessez-le-feu, et puis essayons de réduire le risque de conflagration militaire en réduisant nos arsenaux. Alors aujourd'hui, ça serait peut-être moins les chars de combat et puis les obus d'artillerie, encore que. Par contre, on devrait peut-être parler de missiles balistiques conventionnels. On devrait peut-être parler de drones offensifs. Ça serait peut-être ça les sujets dont on devrait parler aujourd'hui. J'aimerais aussi rajouter que ce qui constituait un peu l'armature suprême de la cathédrale, c'était les accords bilatéraux de désarmement nucléaire entre les Russes et les Américains. Depuis les années 70, la guerre froide finit en 1989. Depuis après la crise de Cuba, vous avez eu des négociations russo-américaines ou soviéto-américaines pour limiter les armements nucléaires. Toutes sortes de mesures, je ne vais pas entrer dans tout le détail. Le dernier accord qui était encore en vigueur, qui fixait des limites pour le nombre de missiles balistiques à tête nucléaire que chaque superpuissance avait le droit de posséder, il est échu en janvier 2026. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on travaille sans filet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, donc moi ce que je dis, c'est que l'OSCE, on pourrait utiliser notre présidence de l'OSCE pour mettre sur l'agenda la question de dire, alors maintenant c'est sûrement trop tôt, mais il faut discuter avec Moscou, il ne faut pas seulement discuter de l'Ukraine, il faut discuter de la sécurité européenne en général, et la sécurité européenne à long terme, ça passe par une limitation des armements, y compris nucléaires. Et vous avez dit que si l'initiative sur la neutralité passe, ça donnera au Conseil fédéral une cuirasse pour résister aux pressions extérieures. On en est donc là? Est-ce que la Suisse est seulement une sorte de Bernard l'ermite sans coquille? On est, je sais pas, une pauvre hermine, toute blanche, dont chacun veut la peau, non. On a vu dans les exemples que j'ai donnés avant, dans l'exemple de l'Ukraine, qu'effectivement, Berne est très sensible aux pressions extérieures. Et puis, si on avait ça dans la Constitution, il pourrait... si vous avez le Danemark ou l'Allemagne ou l'Union européenne ou les Américains ou les banques suisses qui font pression sur le Conseil fédéral pour lui dire « faut reprendre les sanctions américaines et européennes contre la Russie au nom de la solidarité avec les démocraties occidentales »,
pouvez dire, écoutez, au nom de la démocratie, vous ne pouvez quand même pas nous forcer à violer notre Constitution. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que, effectivement, ça pourrait apporter, ça pourrait être en cuirasse un peu exagéré, mais ça pourrait donner un argument pour ne pas automatiquement reprendre des sanctions qui, je le rappelle, nuisent peut-être davantage à ceux qui les prennent qu'à ceux qui les subissent. Mais est-ce que notre politique est encore vraiment décidée à Berne? Et est-ce que nous avons perdu la capacité d'identifier les vraies menaces pour la Suisse? Bon, bah, écoutez, moi, je vous ai parlé plus tôt des rapports. Voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, lisez les rapports produits par le DDP sur l'état de menace et comment réagir à ces menaces, et vous avez vraiment l'impression qu'on est déjà mentalement intégré à l'OTAN. C'est-à-dire, quand vous avez des officiers supérieurs ou des ministres européens qui nous racontent toutes les semaines que la Russie se prépare à nous envahir, alors qu'il n'y a aucun signe sur le terrain, qui sont même capables d'arriver jusqu'au Dniepr. On ne parle même pas de prendre Kiev ou d'occuper l'ensemble de l'Ukraine. Dire ça paraît complètement absurde. Après, dans les intentions russes, jusqu'ici, on n'a vu aucune intention russe d'attaquer un pays de l'OTAN. Alors si l'OTAN, par contre, si des pays de l'OTAN continuent à fournir des armes, des experts, des missiles ou des drones qui peuvent frapper la Russie, y compris des objectifs civils, très à l'intérieur des terres russes, il pourrait y avoir un risque que la Russie, un jour, dise « ça suffit », et puis réagisse en frappant des cibles sur le sol d'un pays membre de l'OTAN. C'est pas complètement exclu. On est maintenant, donc fin du printemps 2026, je pense qu'on entre dans une phase extrêmement délicate. Parce qu'il y a de plus en plus de pression des durs du régime à Moscou sur Poutine pour qu'ils disent maintenant on ne tolère plus le fait que ça soit finalement une guerre menée par les Américains et les Anglais, avec peut-être un peu les Français et les Allemands, qui financent surtout les Allemands, contre nous. Et puis la seule manière de signifier clairement aux Européens qu'on n'accepte plus ça, c'est d'attaquer leur sol, en espérant que les attaques se limitent à des moyens conventionnels. Je pense qu'on est dans une phase extrêmement délicate aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, avec le risque d'escalade régionale qui toucherait aussi les pays européens, effectivement. Mais pas avec des... ça c'est les fantasmes de ceux qui, dans notre armée, sont restés en 1945 avec les armées russes qui déboulent à travers l'Allemagne et puis qui arrivent à Saint-Gall. Non, ça serait plutôt des échanges de missiles probablement et une espèce de guerre aérienne, si on peut, de missiles. Mais ceci dit, je pense pas que la Suisse serait effectivement aux premières loges. Mais on est effectivement dans une situation et ça c'est honnête de le dire. C'est pas être pro-OTAN ou non plus pro-russe de le dire. Je crois, la réalité de l'analyse de la menace aujourd'hui. Maintenant, la Suisse n'est pas spécialement au front dans ces questions-là, et puis au contraire, pour moi, c'est un argument supplémentaire pour prendre beaucoup plus de distance par rapport à ce dossier-là. Vous dire, c'est votre guerre, c'est pas la mienne. Alors, pour revenir à la Suisse et les fractures qui concernent la Suisse directement, il y a quelques jours, au téléphone, vous m'avez parlé d'un Gaza-Graben entre la Suisse romande et la Suisse alémanique dans la perception du conflit au Moyen-Orient. Et lors d'un débat après le cessez-le-feu en avril, vous aviez l'impression que certains participants pensaient que les États-Unis avaient gagné, alors que ça n'était pas du tout votre lecture. Est-ce que cette fracture, dans l'analyse du monde, est une menace pour la cohésion nationale ? Oui, il y a vraiment des perceptions profondément différentes. D'un côté, vous avez une majorité alémanique, on retrouve dans les grands médias alémaniques, les quotidiens, et puis en partie dans les médias publics, mais aussi dans l'administration fédérale, je pense surtout au DDPS, mais aussi au DFA en partie, où vous avez le narratif. C'est un combat de narratif. Vous avez un narratif occidental
américain qui est repris à peu près tel quel, sans regard critique. Alors, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Israël fait le sale boulot pour nous, Merz, en bombardant l'Iran. Le droit international n'existe plus. Il n'y a jamais aucune référence au droit international. On ne parle pas des conventions de Genève. Rien du tout. Gaza, c'est de l'autodéfense. On ne parle pas des conventions de Genève, du droit international humanitaire, du principe de proportionnalité, de précaution, de distinction. Tout ça, ça n'existe pas à Zurich, en Suisse allemande. En Suisse romande, c'est effectivement complètement différent. Alors, le résultat des courses, c'est qu'il y a une espèce d'alignement de la pensée sur ses intérêts, cette vision du monde, ces récits, ces narratifs, disons, germano-américains, et israéliens aussi. Mais comme on le sait, l'action suit la pensée. Or, ce qu'on observe, c'est qu'à l'intérieur du DDPS, il y a un biais cognitif qu'on observe pro-américain, pro-israélien, qu'on observe aussi dans les achats d'armement et qui nous coûtent très cher. Alors, 700 millions pour les patriotes, qui ont été payés, qu'on n'a toujours pas vu et qu'on verra peut-être jamais. 300 millions pour les drones israéliens, qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne remplissent pas les missions pour lesquelles on les a achetés. Imaginez la capacité industrielle qu'on aurait pu se créer si au lieu de donner cet argent aux Israéliens, on l'avait investi dans nos polytechnicums, où il y a une capacité forte dans les drones civils, drones civils et drones militaires, 300 millions. 338 millions pour des systèmes de transmission radio au niveau tactique, qui ont aussi été épinglés par le contrôle fédéral des finances et qui, sauf erreur, sont toujours pas déployés. Ça fait déjà 1,3 milliard qu'on a donné à des industries américaines et israéliennes, et on n'a rien reçu en retour. Comment ces décisions ont été prises? Par qui? Pourquoi? Qui est-ce qui est responsable? Est-ce qu'il y a des réseaux d'influence? Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? En 1964, le Conseil fédéral a décidé d'acheter des Mirages. Et puis en 1964, on a remarqué que le coût des Mirages avait explosé à 500 millions. Commission d'enquête parlementaire dirigée par l'ancien conseiller fédéral Kurt Furgler a été mise sur pied. Les résultats ont été accablants. Le chef d'état-major général, le directeur des armements ont démissionné. Et 2 ans plus tard, le conseiller fédéral en charge, Paul Chaudet, a démissionné. Ces gens ont assumé leurs responsabilités. Qui est-ce qui assume les responsabilités de ces erreurs, enfin, moi je trouve gravissimes, qui ont été commises? Et je ne parle pas du F-35, parce que ça sera encore pire. Ça va doubler ou tripler tout ce que j'ai dit avant. Mais enfin, même sans le F-35, et on a quand même la preuve maintenant, grâce au livre du conseiller national jurassien, Pierre-Alain Fridet, qu'il y a eu des malversations dans la procédure d'acquisition. Pourquoi on a pris ces choix? Vous remarquerez que c'est que des choix orientés Israël et États-Unis. À mon avis, ça montre que déjà, dans ces domaines-là, l'action a suivi la pensée. Donc il y a ce biais cognitif dont on a parlé tout à l'heure, qui fait qu'on est aligné mentalement sur les narratifs américano-israéliens, et puis la conséquence, c'est qu'ensuite on dépense nos sous là-bas, alors qu'on pourrait très bien les investir dans notre industrie propre. Alors vous qui œuvrez pour la neutralité, on a parlé de votre centre de Genève pour la neutralité que vous avez fondé en 2024, et sur votre site genevaneutrality.ch, vous publiez des analyses chaque semaine. Vous êtes très actif. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, vous savez, alors je suis un des cofondateurs, je ne suis pas tout seul, mais voilà, on est un groupe, pas des vieux ambassadeurs comme moi, mais des jeunes qui disaient, ouais, la neutralité, il faut qu'on en parle, machin, il y a le débat qui arrive sur l'initiative, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un centre pour pousser l'idée de neutralité dans un monde polarisé, dans un monde où la Suisse
cherche sa place, où on aimerait que la Suisse continue à avoir une universalité dans ses relations internationales. Et puis la neutralité nous a vraiment servi au cours des dernières années, parce que neutralité, ça va de pair aussi avec universalité. Donc on n'est pas dans un camp contre un autre. Et dans un monde qui a tendance à se polariser davantage, ça c'est important. Ça c'est une chose. L'autre chose, il y a le vote en Suisse, donc on s'est dit qu'il faut créer un cadre pour avoir des débats. Et puis, un troisième élément, nous avons dans nos sens, et c'est des gens de 30 ans, c'est des jeunes qui sont super motivés, et notamment on en a quelques-uns qui sont des cracks de l'informatique. Ils ont dit, ouais, mais nous, ce qu'il faut, la neutralité peut servir à la souveraineté numérique de la Suisse, et pas seulement à la souveraineté numérique de la Suisse, mais à attirer des data centers, des entreprises pour venir en Suisse, en sachant que grâce à notre neutralité, leurs données seront protégées. Bon, pour ça, il faut fixer un cadre, il y a toutes sortes de choses à faire, mais c'est un des gros chantiers sur lequel on travaille, et puis où on pense que la Suisse a des gros atouts à jouer. Dire la Suisse, c'est le pays de ProtonMail, c'est le pays d'Infomaniac, c'est encore le pays de Trema, même si maintenant la propriété est passée en main allemande. Mais on est les champions du monde de l'innovation, on a des esprits qui sont brillants, on a plein d'Alpes avec plein de vieux souterrains de l'armée qui ne sont pas tous utilisés. Donc, quelque part, on aurait peut-être là une carte importante à jouer dans le monde digital de demain, qui devient toujours plus important, parce que les data centers, déjà aujourd'hui, c'est un gros marché. Mais imaginez, quand l'intelligence artificielle deviendra généralisée, il y aura des besoins absolument énormes. En principe, on a de l'énergie, on a des espaces, et puis on a la technologie, on a le savoir-faire. Alors, qu'est-ce que vous espérez avoir accompli dans 5 à 10 ans, vous-même, avec aussi votre centre, et plus globalement, qu'est-ce que vous souhaitez pour la Suisse de demain ? Bon, pour moi, je sais pas, moi je me fixe. Vous savez, à l'école d'officier, j'ai appris qu'il fallait jamais regarder au-delà du prochain compartiment de terrain. Donc là, je me concentre sur les prochaines échéances. Et puis voilà, j'essaie de faire ce que je peux, de dire ce que je peux, d'essayer d'avoir... Voilà, de susciter la réflexion, c'est tout. Maintenant, j'ai pas des objectifs beaucoup plus précis que ça, personnellement, sauf que j'aimerais écrire une suite à mon roman, parce que ce que vous avez pas dit, c'est que j'ai aussi écrit un roman de politique fiction, qui d'ailleurs résonne assez avec l'actualité, Israël, Amérique, Iran, tout ça, qui s'appelle Samira au pouvoir, et j'aimerais bien écrire la suite, qui s'appellerait Samira à Jérusalem. Beaucoup d'idées là-dessus. Pour la Suisse, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve l'esprit de l'identité suisse comme l'esprit du temps qu'on avait, du temps de Gustav Denneker, Selbstbehauptung. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Jean-Daniel Rouch, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à ProSuisse, de nous avoir éclairé, en tout cas, sur votre perception de la neutralité. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et on vous retrouve bientôt sur la chaîne de ProSuisse avec d'autres invités dans En Vérité.